bienvenue dans les mots de Sab. Alors aujourd'hui ce n'est pas une chronique mais une rencontre que je vous emmène faire avec moi. C'est parti. Alors pour ce premier entretien, j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un que j'aime beaucoup à mes côtés. Une de mes plus belles rencontres dans ce monde de télé qui n'est pas toujours sympathique. Voilà, donc vous le connaissez, Anthony Ruiz qui était chroniqueur sur NRJ12, c'était la chronique Les Crazy TV, c'est ça ? Crazy TV, c'est ça. Voilà. Et bien écoute, merci en tout cas de venir sur les mots de Sab. Merci à toi. Merci d'avoir accepté de te confier parce qu'en fait, tu vois, je suis impressionnée parce que t'es quelqu'un qui a à la fois une joie de vivre et je sais que t'as une très très grande sensibilité de par l'histoire que tu caches. Et je pense que les gens vont être assez surpris de l'histoire que tu vas me raconter en fait. On a déjeuné ensemble il y a quelques temps. Ouais. Et donc je savais que tu avais perdu ta sœur. Donc ça s'est passé il y a 5 ans, le 6 décembre 2010, elle est décédée. Moi à l'époque j'étais au chômage. Ouais. J'étais à Grenoble, j'étais rentré parce que je travaillais un petit peu déjà à Paris. J'étais rentré quand elle a rechuté dans son cancer. En fait, elle a eu un cancer du sein qui après s'est généralisé. Voilà. Donc moi je suis rentré à Grenoble pour m'occuper un petit peu d'elle et quand elle est partie, on fait plus rien. Donc on n'a plus de but, on va plus à l'hôpital, on fait plus rien. Donc j'étais au chômage et je voulais partir vivre à Los Angeles moi pendant 1 ou 2 mois. Et puis j'ai été quand même vérifier combien de temps il me restait sur mes acédiques et elle m'a dit 8 jours. Donc du coup j'ai reporté Los Angeles à jamais en fait, parce que j'ai jamais été. Mais et voilà, et du coup je me suis dit que je n'avais pas envie de rester à Grenoble, il fallait que je vive ma vie, que je réalise mes rêves et c'est ce qui m'a permis en tout cas de réaliser mes rêves. Alors, qu'on comprenne bien, ta sœur, donc Carole, elle s'appelait, Oui. Elle a eu un cancer du sein Oui. qui s'est généralisé. Elle a eu un cancer du sein qui a été traité, Ouais. au cours duquel elle a été aussi en rémission au bout d'un petit moment et elle a rechuté. C'est simple, elle est tombée malade en janvier 2009. Elle a été traitée donc chimio, opération et rayon jusqu'en juillet. Et ensuite, de juillet à avril 2010, tout allait bien, elle était en rémission. Et un jour, elle a fait une crise d'épilepsie à la maison. Et en fait, suite à ça, ils ont découvert qu'elle était métastasée partout. Foie, eau, poumon et cerveau. Mais quel âge t'avais à l'époque ? Moi, j'avais 24 ans. Et j'imagine qu'à 24 ans, vous avez une famille où il y a toujours eu des personnes en bonne santé. Toujours. Donc on est loin de tout ça en fait. On est très loin de tout ça. Puis à 24 ans, j'avais déjà perdu mon grand-père, mais bon, de vieillesse. Il était malade, si tu veux. C'est pas du tout pareil. Et puis là, c'est ta sœur. C'est ta sœur. Donc moi, je me rappellerai toute ma vie le jour où elle m'a appelé pour me dire qu'elle sortait de chez le gynéco. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait beaucoup de kystes au sein, dont un qui persistait énormément. Elle a fait une biopsie et elle m'a appelé. Elle m'a appelé en pleurant et moi, en plus, quand je l'ai entendu pleurer, j'étais persuadé qu'il était arrivé un truc à ma grand-mère. Et enfin, je me rappellerai toute ma vie, elle m'a dit j'ai un cancer. Et là, j'ai marqué un silence. J'ai compris sans comprendre en fait. Vraiment, j'ai compris sans comprendre. Parce que tu te prends un peu un aller-retour. En même temps, tu te dis c'est un cancer du sein. En fait, il y a plein de trucs qui te traversent le cerveau. Tu te dis c'est un cancer du sein, ça se guérit, mais en même temps, c'est un cancer. Donc, qui dit cancer égale mort, égale traitement. Et là, tu sais, tout de suite par contre, tu sais que tu vas rentrer dans des mois de galère, vraiment. Ah, c'est la question que je me pose, parce que moi j'ai vécu différemment par rapport à mon histoire, mais est-ce que dans la tête de quelqu'un de 24 ans, quand on entend cancer, il y a le mot mort qui s'aimante automatiquement ? Tout de suite. Tout de suite parce que même si c'était pas arrivé dans ma famille, quand tu regardes la télé, tu as les séries médicales, Urgence, Grey's Anatomy, etc. Forcément, avec tout ce que tu entends autour de toi, le cancer, ça tue. Et forcément, tout de suite, égale mort. Surtout que quand tu vas voir sur internet un petit peu, parce que forcément tout le monde va se voir sur internet pour voir si... Et c'est la bêtise à ne pas faire, exactement. Moi j'ai déconseillé à ma mère de le faire, parce que ma mère elle était en train de se ronger le cerveau. Parce que tu cherches en fait, si tu veux, tout et n'importe quoi. Tu as besoin de réponses, tu as besoin de témoignages, tu as besoin de t'accrocher à un espoir, et tu vas sur les forums, sur les machins, puis là tu tombes sur des trucs où tu as envie de te tirer une balle en fait. Donc, mais oui, tout de suite. La mort est présente du moment où on t'annonce la maladie, jusqu'à qu'elle arrive. Et ta sœur, c'était quel style de femme ? Est-ce qu'elle était positive comme toi ? Est-ce qu'elle était... Ma sœur, oui. Est-ce que c'était une battante ? Ma sœur, c'était une battante. C'est un peu vulgarisé de dire ça, parce que forcément, quand on a une maladie, on se bat. Mais quand je vois l'homme que tu es, en fait, qui est vraiment assez positif
et qui est assez déconneur finalement dans Oui. la vie. Mmh. Est-ce que, voilà, malgré une maladie comme ça, on continue à rigoler, à déconner? Alors, ma sœur, c'était une femme très très forte, psychologiquement. Par contre, beaucoup plus réservée que moi. C'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout émotive, elle n'était pas du tout. Elle gardait tout pour elle. Pouvait même paraître froide, en fait, j'ai envie de te dire, avec les gens. Elle montrait pas du tout ses émotions. Ça a été une malade extrêmement courageuse, extrêmement chiante. Mais exigeante parce que. Alors attention, c'est pas négatif, hein, mais dans le sens où elle voulait pas qu'on la plaigne. Moi, ma soeur, elle s'est jamais plaint. Jamais, jamais, jamais. Et du coup, elle avait même cette pudeur qui faisait qu'elle voulait pas vraiment qu'on l'aide, qui voulait pas qu'on la voie. Je me rappelle quand elle faisait ses chimios, pendant 3-4 jours, personne ne l'avait au téléphone. C'était tout par texto. D'accord. Elle voulait pas parler. Elle n'était pas bien, elle voulait pas qu'on passe la voir, elle voulait pas parler. Et une fois que les nausées passaient ou que la chimio faisait un tout petit peu moins effet, entre guillemets, là, on pouvait aller la voir. Mais je dirais que la seule personne avec qui elle s'est le plus ouverte pendant sa maladie, c'est moi. C'est toi. Mais moi, je m'en occupais. C'est ça, donc elle t'a quand même laissé rentrer dans son intimité. Moi, elle m'a laissé S'en rentrer. occuper. Ouais, elle m'a laissé rentrer parce que moi, j'étais au chômage à l'époque. En fait, si tu veux, quand elle est tombée malade la première fois, enfin, quand elle a eu son cancer, moi, je suis parti vivre à Paris un petit moment. Parce que j'avais un petit boulot là-bas, je travaillais pour Camille Combal, pour la petite histoire, quand il faisait ASAP. Et je travaillais 15 jours par mois. Et quand elle a rechuté, j'étais à Paris. Et ma mère me l'a annoncé au téléphone. Et c'était très dur d'être loin de tout le monde, en fait. Donc j'ai dit, je peux pas, j'arrête. Et je suis rentré. Et ça a arrangé un petit peu tout le monde, entre guillemets, que je sois au chômage parce que je la laissais pas seule la journée. Donc moi, je passais toutes mes journées avec elle, jusqu'à qu'elle rentre à l'hôpital. Et elle te laissait faire. Elle me laissait faire. Mais elle était même en demande de ça, je dirais. En demande, beaucoup. Parce que je pense qu'elle savait. Parce que je pense qu'elle savait qu'elle allait partir. Je pense qu'elle elle se battait. Je pense qu'elle espérait aussi vivre, mais qu'elle avait une longueur d'avance sur nous. Nous, jusqu'à la fin, on a cru qu'elle... Enfin, on a cru. C'est un peu nul parce que tu t'accroches à un espoir, à un miracle. Tu sais que ça arrive chez les autres, mais tu te dis tu que le ça sais. n'arrivera pas chez moi. En fait, c'est très particulier parce que le médecin te le dit. Ah ouais? Ah oui, le médecin te le dit. Votre sœur ne va pas guérir, en fait. Donc, quand tu entends ça, tu sais qu'elle ne guérira pas. Donc, l'issue fatale, c'était la mort, forcément. Sauf qu'elle arrivait progressivement. Parce que quand elle a rechuté, si tu veux, elle était métastasée partout, mais ma soeur n'avait mal nulle part. Donc on se disait, bon, c'est traitable, elle va refaire des chimios, etc. Et donc en fait, physiquement, tu la voyais pas souffrir? Bah, si, un petit peu, parce qu'à 38 ans, elle était quand même plutôt maigre, puisque la chimio, ça te brûle toutes les cellules et ça t'empêche un petit peu de manger, de plein de choses. Et puis surtout pour une femme, tu perds tes cheveux. Tu perds tes cils, tu perds tes sourcils. C'est horrible, en fait, au final. C'est une dégradation physique. Mais non, on la voyait... Je pense qu'elle souffrait plus psychologiquement, moi, ma soeur. Vraiment. Je pense que c'était beaucoup plus dur pour elle de se sentir malade. Mais à côté de ça, on allait faire les courses, on sortait, on allait se promener. Elle était essoufflée, elle était fatiguée. Mais elle voulait quand même faire ce genre de choses. On jouait à la console, beaucoup. On regardait Secret Story, c'était l'année de Benoît, donc ça la faisait beaucoup rire. Et Secret Story, je connais pas. et donc elle a rechuté, en fait, si tu veux, enfin ça s'est généralisé au mois de mai 2010. Et pendant l'été, elle a commencé à boiter. Elle avait mal à la cheville, elle disait qu'elle avait mal à la cheville, voilà, c'est ce que je t'avais expliqué. Et donc du coup, on a passé un IRM, un scanner, il n'y avait rien. Donc on se dit, bon, peut-être qu'elle fait une algodystrophie. Une algodystrophie, c'est une entorse, en fait, que tu te crées à la suite d'un choc émotionnel. Donc on s'est dit, elle doit sûrement faire une algodystrophie, ou en tout cas, il n'y a rien, en tout cas dans l'IRM et dans le scanner, donc c'est bon signe. Sauf qu'en fait, un matin, elle m'appelle et elle me dit, écoute, il faut que tu viennes tout de suite à la maison, j'arrive pas à me lever du lit. Donc j'ai été tout de suite avec ma mère, on a été, et puis là, tu te retrouves à 24 ans à porter ta sœur, en fait, pour aller faire pipi. C'est une image je pense que c'est une image qui me marquera toute ma vie. J'ai porté ma sœur, ma grande sœur, je l'ai portée pour aller aux toilettes. On l'a rentrée à l'hôpital et on s'est rendu compte qu'elle avait une métastase à la moelle épinière qui lui paralysait, en fait, qui était en train de lui paralyser les jambes. Mais psychologiquement, ça allait. Elle pensait qu'on ferait des rayons, ce qu'ils ont fait, et qu'elle remarcherait. Et un jour, ils lui ont dit qu'elle ne marcherait plus. Et en une semaine, elle est partie.
Une fois qu'elle a appris qu'elle ne marcherait plus, je pense qu'elle a décidé de s'en aller. Et est-ce que donc vous avez quand même passé pas mal de temps à l'hôpital? Oui. Est-ce que dans une situation dramatique comme ça, on arrive encore à rire Parce que des fois, en fait, on en parlait tout à l'heure, dans des sujets dramatiques, on arrive à avoir des fous rires. Mais c'est vrai, mais c'est même pas parce que on se moque d'une situation, c'est nerveux en fait. Moi, j'étais le seul à rire. À rire? J'étais le seul à rire et j'étais le seul à faire rire. C'était ta façon d'extérioriser? C'était ma façon d'extérioriser et c'était ma façon de prendre soin de ma mère. C'était ma seule façon à moi de prendre soin de ma mère et de prendre soin de ma famille tout court. Parce que moi, je déteste m'apitoyer sur mon sort, même s'il y a des moments dans ta vie où tu es à genoux, ça arrive à tout le monde. Là, moi, j'avais ma force. J'avais une force, je ne sais pas d'où elle m'est sortie d'ailleurs. Et j'essayais de tout tourner à la rigolade. Moi, j'ai tout vécu avec ma soeur, pendant ses chimios. On s'est engueulé, elle m'a crié dessus devant tout le monde à l'hôpital pour des sujets de ma vie en général, hein, parce que c'était un peu ma seconde maman. On a pris des fous rires sur des perruques, parce qu'elle a essayé plusieurs perruques. On a pris des fous rires sur je me rappellerai toute ma vie, un matin. J'avais dormi chez elle la veille pour pas qu'elle soit toute... Je dormais en fait très souvent chez elle. Et je m'étais réveillé, elle était en train de passer l'aspirateur. Et elle avait mis son iPad. Ses écouteurs, en fait, elle écoutait Black Eyed Peas et elle m'avait pas vu, elle dansait en fait dans le salon. Et ça a été un fou rire, mais je crois de 25 minutes, où elle avait honte finalement que je l'ai vue en train de danser, et moi, cette scène était surréaliste. Mais oui, moi j'ai ri, et j'ai fait rire. C'était mon seul moyen d'extérioriser, ouais, bien sûr. Au moment où elle part, parce que, mine de rien, quand on est malade, on lutte, mais il y a aussi l'entourage qui vit tout à 900%. C'est-à-dire que c'est une occupation à plein temps, quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a que le malade qui a les symptômes, voilà. Mais toute la famille est malade. On est d'accord. Toute la famille. Et même des fois, tu aimerais ressentir ce qu'elle ressent pour lui enlever un petit peu de douleur. De douleur, bien sûr. Mais oui, c'est tout le monde. Tout le monde est malade. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a les symptômes. Et il y a quelqu'un qui part. Et il y a quelqu'un qui part. Quand elle part, on vit la douloureuse épreuve des obsèques et tout le machin et tout. Et quand on rentre chez soi, on ferme la porte, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus d'hôpital. Le soir même, enfin, le jour du décès, déjà. C'est horrible parce que moi en plus c'était particulier parce que elle est à l'hôpital. Donc ma mère m'appelle, paniquée. Elle me dit pas là. non, mais avec le recul, je pense qu'elle a fait exprès qu'on soit pas là. D'accord. Ma mère est arrivée, en fait, elle était en train de dormir, enfin, en train de partir. Ouais. Ma mère pensait qu'elle était en train de dormir, comme elle faisait la sieste, et au bout d'un moment, elle lui dit Carole, c'est maman, réveille-toi, tu vois. Et elle commence à la toucher un petit peu et elle se rend compte que c'est pas froid, mais la température du corps a baissé. Donc elle appelle une infirmière en panique et elle lui dit c'est normal madame, elle est en train de partir. Et ma mère lui dit mais c'est une plaisanterie, vous nous appelez pas. Et en fait avec le recul je pense que ma soeur qui est extrêmement pudique, je pense qu'elle a fait en sorte qu'on ne soit pas au courant, qu'elle s'en aille. Et donc là ma mère m'appelle en panique, etc. J'étais en train d'arriver de toute façon. Et il y avait son copain, ma soeur avait un copain. Et elle a attendu que j'arrive pour s'en aller, pour partir. Et là, c'est comme dans les films en fait. T'as l'infirmière qui débarque avec le stéthoscope et elle te dit c'est fini. D'une manière que t'écoutes pas en fait ce qu'elle te dit. Moi elle a voulu même débrancher l'oxygène et je lui ai dit ne touche à rien, sortez. Comme si le fait de ne pas débrancher aurait changé quelque chose. Et puis là je me suis assis contre le mur par terre. J'ai pris ma tête dans mes bras et je me suis dit, en fait, là, tu viens de perdre ta sœur. Ta sœur est morte. Et puis, qu'est-ce que tu fais ? Tu reprends ta vie, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ma mère m'a dit, rentre, parce que tu as tout le processus qui se met en place. Ensuite, tu as les pompes funèbres qui arrivent et puis qui vont emmener le corps, etc. Donc, tu peux pas la voir avant le lendemain parce qu'elle est décédée le soir. Et là, tu sors de l'hôpital et puis tu fumes ta clope et puis tu démarres ta voiture et puis tu roules. Et tu reprends ta vie. Et tu t'en veux. Et tu te dis, en fait, je reprends ma vie, mais j'ai pas envie. Parce que le 6 décembre 2010, non seulement ma soeur est partie, ma soeur est morte, mais une partie de moi est morte. Et une partie de ma famille est morte. L'âme de ma famille est morte. Donc, moi, je ne suis plus vivant depuis le 6 décembre 2010. Ouais, tu perds une partie de toi. Tu perds une partie, complètement. Que tu ne récupéreras jamais. Jamais. De toute façon. Jamais. Il n'y a pas de deuil, ça n'existe pas. C'est vrai. Ça ne revient jamais. Vraiment jamais.
Je ne peux pas, je ne sais pas ce qu'est le mot heureux. J'étais heureux avant, avec mes problèmes de la vie, hein. Aujourd'hui, j'ai été heureux. Il y a qu'un remède, je dirais, c'est l'amour. C'est l'amour quand tu rencontres quelqu'un. Ça peut t'aider. Parce que tu combles un vide. Non, parce que tu retrouves un sourire que tu n'avais plus. Tu retrouves des yeux qui brillent que tu n'avais plus. Mais l'amour, il s'en va un jour, malheureusement. Quand ça dure pas. Enfin, chez moi, ça dure pas, hein, malheureusement. Enfin, moi, ça dure, mais bon, c'est chez les autres que ça dure pas. Mais, Moi, je t'épouse si tu veux. 10 minutes. mais ouais, c'est à vie. C'est à vie. Vraiment à vie. Et par rapport à cet épisode, est-ce qu'on arrive à se parler quand on sait que c'est la fin? Est-ce qu'on arrive à se dire des choses ou... On s'évite. On s'évite. On s'évite beaucoup. Ouais. Moi, j'en parlais avec ma mère. Ma mère m'a souvent dit, ma mère, c'est la femme la plus forte de la Terre. Vraiment, c'est la femme la plus forte de la Terre. Perdre un enfant, c'est la pire des choses qui existent au monde. Ma mère m'a dit, je me prépare à perdre ma fille. Et au final, quand on en a reparlé après, tu n'es jamais prêt à perdre ton enfant. C'est moins, si tu veux, c'est moins soudain qu'un accident de voiture, qu'un assassinat, que j'ai vécu aussi chez moi. Mais c'est différent. C'est différent parce que quelque part, il y a la souffrance. Tu en veux moins à la vie. Tu en veux à la vie d'avoir perdu ton enfant, mais c'était une maladie. Donc, tu t'es habitué, entre guillemets, à un peu te mettre ça dans la tête. Mais tu n'es jamais prêt quand même. Et après, donc, quand elle décède, il y a toute la période des obsèques. Alors, tu as de la peine, tu souffres, mais tu as encore le corps. Donc, tu peux parler. Tu peux te recueillir, tu peux faire des bisous, tu peux la toucher, tu peux lui faire des bisous. Moi, je me surprenais à rester jusqu'à des fois des minuit aux pompes funèbres, à parler avec elle, à lui faire des bisous, voilà, la toucher et lui demander, lui en vouloir aussi, parce qu'elle m'avait laissé tout seul et que j'avais plus personne. J'avais plus ma grande sœur. Donc c'était c'était le plus dur, ouais. Mais je pense que le jour où l'enterrement passe et que le cercueil s'en va, ton âme, la partie de ton âme qui est morte est définitivement partie. Tu n'as plus rien. Tu n'as que les photos, tu n'as que tes souvenirs, tu n'as que des textos. Je vais te faire une confidence, 5 ans après, j'ai toujours son numéro de téléphone dans mon téléphone. Je n'arrive pas à l'effacer. J'ai voulu appeler. T'as encore des messages? Non. J'ai voulu appeler, déjà, mais je sais que le numéro a été redonné à quelqu'un. Ouais, excuse-moi. Au bout de 5 ans, oui. Sur un camionneur, c'est ça. Tu vois, qui dit, ouais, allô? Mais je n'arrive pas à effacer son numéro. Si tu vas dans mon téléphone, à Carole, il y a toujours son numéro de téléphone. Voilà. Et une fois que tout ça passe, tu viens de vivre juste quelques années de grosses épreuves. Forcément, je pense surtout à 24 ans, on se sent un petit peu en décalage avec les gens de notre âge qui n'ont pas vécu ce genre de situation. C'est difficile d'en parler en fait. Alors difficile, c'est pas difficile d'en parler parce que moi j'en parle complètement. C'est pas un tabou chez moi, vraiment. Chez moi, dans ma famille, c'est pas du tout un tabou. On en parle, oui, bien sûr. Quelque part, ça continue à la faire vivre. Bien sûr. Moi, c'est pas du tout un tabou. Après, forcément, tu prends une maturité accélérée. Bien sûr. Mais j'ai envie de te dire, il faut le vivre pour le comprendre. C'est ça. Et quelque part, quand tu sens qu'il y a des gens qui ne sont pas en phase avec toi, enfin, avec ce que tu vis, tu leur en veux, mais en même temps, tu ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas connu ça. Et que moi-même, si j'avais eu un ami qui avait perdu sa sœur alors que moi j'avais la mienne, je ne sais pas si j'aurais été capable de l'aider ou de consoler ou même de trouver des mots. Après, j'ai été très bien entouré. J'ai des amis en or massif, hein, donc j'ai été très bien entouré. Mais j'avais pas besoin qu'on me console. J'avais pas besoin de... Je voulais pas qu'on me plaigne, je voulais pas qu'on me console, je voulais pas voilà. J'en parlais, voilà, j'ai perdu ma sœur, c'est comme ça, c'est ma force. Alors c'est ça qui est super ambigu. C'est que tu as une souffrance immense et en même temps tu te découvres une force intérieure mais immense.
Vraiment. Exceptionnel. Ouais. Vraiment. Où tu vas appréhender la vie complètement de manière différente. Et je suis devenu fort pour tout. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ma vie ne m'atteint pas, sauf l'amour. C'est tout. Tout ce qui touche à mon cœur. Sinon, je m'en tape. Voilà. Mais c'est bien. Oui, oui. Alors c'est bien, mais en même temps, des fois, tu passes un peu pour un je m'en foutiste. Donc, mais bon, j'ai envie de te dire, j'ai perdu ma sœur. De toute façon, le monde est un petit peu égoïste en général. On a tous une L'être part humain, d'égoïsme. bien Voilà, sûr. l'être humain est Bien un sûr. peu égoïste. Donc Oui, voilà, de toute façon. mais ma vie a changé, ça c'est clair et net. Ouais. Mes Noëls ont changé, mes anniversaires ont changé. Tout change. Ma famille a changé, tout. Et est-ce que peu de temps après, on arrive à s'autoriser à rire, à faire la fête Tout de suite. Tout de suite. Moi tout de suite. Ça c'est bien. Tout de suite. Faire la fête, non. Pas tout de suite parce que tu as un devoir quand même un peu de réserve, d'autoréserve. En fait, si tu veux, tu ne dois pas aller en boîte tout de suite, quoi. Ouais. Mais rapidement. Tu essayes de reprendre un rythme et de te dire qu'il faut vivre. Et puis moi, ma sœur, si tu veux, elle m'engueulait souvent parce qu'elle voulait que je me bouge le cul et dans ma vie et que je me bouge de manière générale et je m'interdisais par rapport à elle à ne rien faire. Je m'interdisais de ne pas sortir, de ne pas aller boire un coup avec mes potes, de ne pas aller chez quelqu'un quand on m'invitait. Je m'interdisais tout ça parce que je me disais, putain, si elle me voit, elle serait pas contente en fait. Donc il faut que je le fasse, faut que je me bouge, faut que je me motive. Et c'est ce qui m'a aidé à bouger. À bouger. Ouais. Mais j'ai ma mère aussi qui m'a beaucoup aidé. Quand j'ai vu la force de ma mère, Tu t'es dit, j'ai pas le droit de. je me suis dit, si elle flanche pas, c'est pas moi qui vais flancher. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas flanché. On s'est tenu la main et on a avancé. Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que ça t'a boosté, parce que tu m'as confié aussi que depuis tout petit tu voulais faire de la télé, est-ce que ce départ a fait que pour le coup ça t'a boosté, tu t'es dit j'ai plus une minute à perdre, il faut que je fonce, Oui, il faut que j'essaye de réaliser mon rêve? tout de suite. Enfin je dis la télé mais j'aurais pu dire, je sais pas... Non, mon rêve de gosse, aux c'était de faire la télé. États-Unis, D'ailleurs, ma soeur, c'était la première à se moquer de moi là-dessus. Enfin, pas se moquer de moi, mais elle était très rationnelle, ma soeur. Donc, elle me disait, écoute, c'est bien que tu aies un rêve et une passion. Mais elle me disait toujours, fais attention. Ouais. Voilà, quand tu viens de Grenoble et que tu connais personne dans ce milieu-là, t'as très peu de chances de faire de la télé un jour. Et puis, tout le monde veut faire de la télé. Donc, si vrai. tu veux, voilà. Mais oui, ça a accéléré. Je me suis dit, il faut que je réalise mes rêves. La vie est trop courte. Du jour au lendemain, on a appris qu'elle avait un cancer. Ça peut m'arriver à moi demain, ça peut arriver à n'importe qui. Je dis, je veux croquer la vie. Et je pense que je lui dois tout ce qui m'arrive. Parce que si elle n'était jamais partie, je ne serais peut-être pas en face de toi aujourd'hui. Donc je pense que je lui dois toute ma vie depuis 5 ans. Mes rencontres, Des rêves que t'as réalisés. mes rêves que j'ai réalisés. J'avais 2 rêves, moi, de gosse. C'était de faire de la télé, de rencontrer Shannen Doherty. Et j'ai réalisé les 2. Voilà. C'est beau. Ouais. Je sais pas si c'est beau, mais en tout cas... C'est beau, t'avais 2 rêves, tu les as Ouais, réalisés. mais c'est rare dans une vie de réaliser des rêves. Ben voilà. Mais je suis très content de le faire et de l'avoir fait. Et je sais que je lui dois tout. Je lui dois énormément de choses. Parce que pour moi, j'ai été voir beaucoup de médiums et tout le monde me dit, sans connaître mon histoire, hein, tout le monde me dit que j'ai une femme qui veille sur moi. Donc je pense que c'est elle. Ouais, je pense que cette femme, elle est surtout très très fière de toi et de l'homme que tu es. Et que Dieu t'entende. Bah oui, parce qu'au-delà de ton petit caractère bien trempé, voilà, enfin je te le dis, hein, on se fréquente pas forcément dans la vie de tous les jours, mais pour moi, tu es une des personnes qui reflète vraiment une belle âme. Et je te Merci dis ça avant de connaître ton histoire, parce que je l'ai pas connue tout de suite. Et voilà, alors personnellement, au-delà du fait que tu es un garçon qui me fait énormément rire, qu'on peut avoir de nombreux fous rires, tu me touches beaucoup. Et puis bah voilà, je vais te souhaiter tout le meilleur pour la suite, de réaliser encore tes rêves parce que je pense qu'il y en a d'autres. Ouais. Donc voilà, et tu vois, j'ai même pas de mots pour finir cet entretien tellement quelque part tu m'impressionnes parce qu'on va pas se mentir, on a eu quelques fous rires. C'est vrai. Mais pour le coup là, je me sens toute petite à côté de toi et voilà, moi j'ai des problèmes de santé, mais j'admire les personnes qui accompagnent parce que je sais que c'est d'autant plus difficile. Donc c'est pour ça que je suis très admirative et voilà, si j'étais une petite étoile, je serais super fière de toi. Merci du fond du cœur. Bah, merci à toi. Je te fais un gros câlin. Merci beaucoup. Bah, de rien, c'est moi. Ça me fait super plaisir de t'avoir eu pour ce premier entretien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ?
D'être heureux, voilà. Ou d'essayer de l'être en tout cas. Avec ma famille, mes amis, les gens que j'aime et voilà, c'est le plus important. Un retour en télé, ça te plairait? Faut voir lequel. Mais ça dépend quelle occasion. J'ai pas envie de montrer ma tête pour montrer ma tête. J'ai envie de faire des trucs qui me plaisent, j'ai envie de faire rire les gens. C'est ce que je sais faire de mieux. Donc, enfin, c'est ce que j'essaye en tout cas de faire. Je te rassure. C'est ce que j'essaye de faire. J'ai envie de faire sourire les gens en tout cas et de transmettre juste des ondes positives. Le reste, n'importe. Voilà, j'espère que cette rencontre vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser plein de commentaires, plein de petits mots super gentils pour Anthony. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.